Chanter la mer. Voilà. Donc à 16h30, il y a un petit spectacle qui dure une demi-heure, très réjouissant. Vous pourrez chanter d'ailleurs si vous voulez. Je crois que le ministre portugais souhaite chanter une chanson triste portugaise, de la saudade, comme ça. Mais on a prévu une demi-heure de chansons autour de la mer. Voilà. Donc, déjeuner organisé par notre ami. D'accord. Le déjeuner est prêt et nous pouvons passer voilà, à table. Merci de votre patience. Merci à nos invités. Merci beaucoup. Merci. Rebonjour. Notre plénière reprend. J'invite tout le monde à s'installer. Alors le sujet de cet après-midi, on va commencer pour une économie bleue durable et circulaire. Et on va commencer par la thématique lutter contre toutes les pollutions marines. Je vais inviter à mes côtés Geneviève Pense, Richard Saint-Péret, Jamy Furnis, عواطف العربي ميساي, سمير خضيرة. Nous accueillons nos invités et nous allons lancer donc le sujet de la pollution. Effectivement, la Méditerranée aujourd'hui souffre énormément et c'est sur ce panel qu'on va voir comment on pourra avancer sur ce sujet, trouver des solutions, voir ce qui se passe, faire un constat déjà de ce que souffre, comment souffre cette Méditerranée pour pouvoir par la suite avoir les bonnes propositions, les bonnes solutions. Qu'est-ce qui y est fait aussi sur la rive nord et qu'est-ce qu'on pourrait nous adapter à notre littoral, à une meilleure conscience du citoyen, à une meilleure, les meilleurs gestes aussi à adopter pour conserver une Méditerranée propre, non polluée et pour les futures générations. Ce qui est le plus important, c'est les futures générations. Mehdi, je te laisse la parole. Merci Rim. Donc, le sujet qu'on a choisi, bien sûr, s'intègre bien dans le PAMEX 2030. Donc, on va parler de pollution. Donc, comme vous l'avez pu constater hier et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, la Méditerranée est la mer la plus polluée au monde. C'est un constat, c'est un fait. Donc, c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Donc, pour ceci, on va commencer avec nos honorables panélistes. Donc, si vous voulez, on va commencer par notre invité turc, donc, qui sera avec nous en ligne. Donc, j'invite sans plus tarder, Madame Sinem Detetas, General Manager of Istanbul Ferry Lines. Donc, c'est la directrice générale de Istanbul Ferry Lines. Madame, si vous êtes en ligne. Bon après-midi, Madame Sinem Dedetas. Bonjour, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous cet après-midi pour parler de la mer Méditerranée et des problèmes qui y sont attachés, notamment le problème de la pollution. Vous avez donc le micro et vous pouvez commencer à parler. Nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord partager avec vous mon écran. J'ai une brève présentation sur notre entreprise. Par la suite, je vais vous parler du processus et des procédures que nous suivons par rapport au problème de la pollution. D'abord, merci pour cette invitation.
Je suis la directrice générale de Ferry Lines Istanbul. Nous avons établi, donc nous nous sommes établis en 1851, il y a plus de 150 ans déjà, et c'est une entreprise qui transporte quelques 40 millions de passagers chaque année. Et c'est la première, en fait, entreprise établie dans l'ère ottomane. Depuis cette date, c'est une entreprise qui donc assure le transport public et ce autour du Bosphore, Istanbul, et c'est un secteur leader. C'est une entreprise qui est à 90% la propriété de l'autorité d'Istanbul. Donc, c'est une entreprise publique. Nous desservons, donc, nous fournissons des services de transport public et nous assurons ceci au niveau des îles de Prince et du Bosphore. Nous avons donc plusieurs bateaux qui sont notre propriété et je peux vous dire que nous avons plusieurs activités commerciales avec ces 26 bateaux. Nous avons donc une entreprise donc, de gestion de navires qui s'appelle Istanbul Shipyard. Et les effets de l'environnement sont très importants parce que nous essayons d'avoir des engins électriques afin de réduire les problèmes de la pollution. D'ailleurs, je peux vous dire que les études relatives à la pollution marine à Istanbul, nous essaient d'atteindre le niveau de zéro d'émissions de carbone en 2050, et ce qui veut dire que nous avons beaucoup à faire. Donc, l'approche écologique et les conceptions de des bateaux est importante pour une conversion électrique et pour éviter les émissions de carbone. Et ceci veut dire que nous avons besoin de comprendre et de développer les réponses aux besoins des commerçants. Nous avons des études de faisabilité que vous pouvez voir à l'écran. Certaines, ce sont donc là les résultats de ces études de faisabilité. Donc, nous essayons de réduire l'utilisation du carbone à 50%. Nous avons réussi à réduire à 50%, ce qui est remarquable. Pour optimiser le transport maritime, nous avons également pensé à développer des ferries de petite taille et le projet cherche à développer la proportion de ces petits ferries autour des mers d'Istanbul. Et ces nouvelles lignes ont été conçues pour être accessibles de partout d'Istanbul. Et afin également pour réduire l'émission de carbone. Ces bateaux représentent une partie importante de nos services. Nous avons quelque chose comme 89 d'entre eux à Istanbul. Ils observent les réglementations pour lutter contre la pollution. Et toutes les réglementations concernant la gestion du carbone et le transport maritime sont observées. Nous aidons d'autres entreprises également pour aborder le problème de la gestion des déchets. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec plusieurs d'entre elles pour que les produits qui sont utilisés soient convertibles et soient réutilisables.
Nous prenons également en considération les problèmes environnementaux. Nous procédons de cette manière pour atteindre, comme je l'ai dit, le niveau de zéro émission de carbone. Merci beaucoup. C'était tout. Merci beaucoup, Madame Dedetas. Pouvoir aborder la pollution et comment on pouvait vraiment lutter pour un meilleur transport pour cet exemple. Mais je vais m'adresser maintenant à Geneviève Ponce pour vraiment voir comment la mission Starfish, dans ses objectifs, parmi ses objectifs, comment elle traite la pollution, comment cette thématique peut être présentée, mais avec des actions concrètes. Merci beaucoup, Rim. Et encore une fois, très heureuse d'être avec vous. Comme c'est la dernière fois que je prendrai la parole pendant cette conférence, je voudrais vous redire combien je suis heureuse d'être ici et de voir ce que j'ai vu, c'est-à-dire un niveau de participation très élevé et aussi une énergie, l'énergie que l'on perçoit à travers la jeunesse notamment et les projets qui nous ont été présentés pour la saison bleue. Donc merci, et merci à Rim, et merci à Olivier. Vraiment très heureuse d'être là avec vous. Donc la mission Starfish, dont je fais partie, donc, elle est présidée par Pascal Lamy, qui est aussi le président de ce Forum mondial de la mer. Moi, j'y représente l'Assemblée, qui est un petit peu plus large, et dont le ministre Ricardo Serrao Santos fait partie. Je représente l'Assemblée au comité de mission, et je préside le groupe de contact avec les ONG. J'en profite pour saluer mes collègues de WWF que j'ai dirigé au niveau européen il y a encore quelques années. Donc, dans Starfish, on essaye de regarder les problèmes de la mer de façon globale. Et on essaye d'identifier les moyens de les résoudre. Donc, il y a un volet qui est science, éducation, information. Il y a un volet qui est gouvernance. Il y a un volet qui est régénération active, protection active avec les zones marines protégées dont on a parlé. Il y a un volet d'économie bleue dont on vient d'entendre parler. Et puis il y a évidemment la lutte contre les pollutions. Alors la mer Méditerranée, non seulement est la plus polluée, mais le plastique est la pollution principale en Méditerranée. 95% des déchets que l'on trouve en Méditerranée sont des déchets plastiques. Alors, la mission a essayé de fixer pour différentes zones en Europe des priorités. Étant donné cette situation en Méditerranée, la priorité va être la lutte contre les pollutions et en commençant par la pollution plastique. Comment faire ? L'idée est d'avoir un projet phare. Alors, ça n'est pas encore adopté par la Commission européenne, ça devrait l'être dans quelques jours, le 29 septembre, et donc, prenez ça avec une petite pointe de sel, une petite pointe de doute, mais vraisemblablement, c'est ce qui va être décidé. Donc, un projet phare pour la Méditerranée qui serait bâti sur les partenariats existants et qui se focaliserait d'abord sur la pollution plastique avant de s'étendre à d'autres pollutions. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le plastique ? On adopte les objectifs qui sont ceux du programme européen dit zéro pollution. En l'occurrence, c'est moins 50% de déversement de plastique dans la mer d'ici 2030. J'espère, moi, qu'on ira au-delà. Et je voudrais aussi revenir sur quelque chose, une conversation que l'on a souvent. Est-ce qu'il faut juste ramasser les plastiques ou est-ce qu'il faut faire autre chose ? Il faut tout faire. Il faut arrêter d'en produire, il faut arrêter d'en consommer, il faut arrêter d'en jeter, il faut les réutiliser au maximum, les recycler au maximum et puis bien sûr les ramasser. Les ramasser, c'est très important parce que ça permet aux gens d'agir. Ça leur donne conscience de ce que c'est et c'est une bonne habitude à prendre. Si vos enfants aiment ramasser les plastiques sur la plage, s'ils le font régulièrement, par exemple une fois par semaine, vous n'oublierez plus
quand vous allez pique-niquer sur la plage, vous n'oublierez plus votre bouteille en plastique. Donc voilà, il faut tout faire et tous ensemble et on va y arriver. Merci Geneviève, merci pour cette recommandation ô combien nécessaire à toutes les générations aujourd'hui. Donc vraiment, si je retiens bien, le plastique, ça reste l'ennemi numéro 1. Et c'est dans ce cadre qu'il va falloir trouver des solutions pour le plastique. J'appelle maintenant M. Richard Saint-Péret, océanographe géochimiste, directeur de l'Institut des sciences de l'océan d'Aix-Marseille Université. Et donc c'est avec lui qu'on va voir comment ce plastique se propage dans la Méditerranée. Mais également, je demanderai par la suite à nos chers invités de nous apporter de la Méditerranée vers ce qui est plus local, les solutions par rapport à ce plastique. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. Je tiens à remercier toute l'équipe pour l'invitation et me permettre de discuter avec vous. Je suis chercheur, océanographe au CNRS et j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec d'autres métiers que des scientifiques pour justement aborder des problématiques environnementales comme celle-ci. Je voudrais juste vous donner quelques éléments de réflexion pour la discussion sur la pollution pour les plastiques. Qu'on commence à connaître néanmoins, mais amener quelques éléments de réflexion qui peuvent laisser entrevoir des solutions pour tous les programmes qui s'annoncent. Donc je travaille au CNRS, au MIO, et je dirige aussi l'Institut des sciences de l'océan. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc juste rapidement rappeler quelques éléments de base sur la composition des plastiques et sur la taille des plastiques. Alors, on trouve toutes sortes de plastiques, il faut le savoir, du fait de la production. On a des productions de plastique de taille élevée. Donc là, vous voyez, on parle de macroplastique, de mésoplastique, de microplastique entre 1 micron et 5 mm. On parle aussi de nanoplastique et on a des composés dissous qu'on retrouve dans l'environnement. Donc la pollution plastique, premier élément de réflexion, ça concerne l'ensemble. Ce qu'il faut considérer, c'est que généralement, quand on parle de pollution plastique, on considère généralement souvent les plastiques qu'on voit sur les plages ou en surface de l'océan, et on ne considère pas suffisamment probablement les microplastiques et les nanoplastiques, notamment à cause des limites de détection qui font encore l'objet de travaux. Un autre élément de réflexion qu'il faut considérer sur l'étude des plastiques, c'est la composition chimique. Comme vous le savez, un plastique, c'est un polymère, c'est lui-même un assemblage de monomères. Ça peut être par exemple le polyéthylène, qui est une succession de molécules d'éthylène, et aussi il y a des additifs qui confèrent des propriétés particulières au plastique. Par exemple, le caractère flexible d'un plastique est donné par les phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens. Le caractère retardateur de flamme des plastiques est donné par d'autres molécules, des composés organophosphorés ou les biphénols. Tout le monde sait que ces molécules sont toxiques pour les organismes vivants et évidemment pour l'homme. Donc un plastique, c'est cet ensemble de polymères et d'additifs. Diapositive suivante. Un autre élément aussi de réflexion concerne la production de plastique. Alors, il est bien sûr, on en a beaucoup parlé ces jours-ci, il est urgent de limiter et de bannir cette production de plastique, en tout cas sous cette forme-là. Mais on voit bien que depuis 1950, où on avait quelques millions de tonnes de plastique qui étaient produits, on est à plus de 400 millions de tonnes produits par an à l'heure actuelle, et on est plutôt sur une pente qui nous amène à 5 ou 600 millions de tonnes de plastique produits par an, si on ne fait rien. Donc ça, c'est un problème à considérer de façon importante, me semble-t-il. Diapo suivante. Un autre élément de réflexion aussi concernant les plastiques, c'est le fait qu'on voit généralement, et on a plutôt détecté jusqu'à présent, les plastiques, les microplastiques en surface de l'océan, et notamment les microplastiques dans ce qu'on appelle les gyres océaniques. Il faut savoir aussi que ces microplastiques ne constituent néanmoins que 1% de l'ensemble des plastiques. Le reste des plastiques se trouve dans la colonne d'eau, au fond, sur le sédiment, et on les retrouve aussi, bien sûr, dans toute la chaîne trophique, jusqu'à l'homme, peut-être, avec l'apparition de nanoplastiques. Donc un point élément de recherche à l'heure actuelle concerne cet aspect nanoplastique et leur détection. En ce qui concerne leur dégradation, quand on parle de dégradation, on pense à cette dégradation qui se fait sur
plusieurs centaines d'années, de quelques années jusqu'à plusieurs centaines d'années pour certains éléments, mais on considère plutôt la fragmentation. La minéralisation prend encore plus de temps. Dégradation va être la fragmentation de gros plastiques en petits plastiques jusqu'au nanoplastique. La minéralisation va être la disparition jusqu'à la transformation en gaz carbonique de ce plastique qui est dégradé par les bactéries. Les acteurs majeurs de cette dégradation sont l'action mécanique, les UV, en surface, les bactéries. Diapo suivante. Il faut aussi considérer que pendant cette dégradation, les plastiques vont relarguer des additifs organiques qui sont des éléments toxiques, comme je l'ai dit en introduction, et que des éléments, des acteurs majeurs dans le relargage de ces éléments additifs toxiques sont les bactéries qui libèrent au cours de la dégradation dans l'environnement ces molécules toxiques comme les phtalates, les biphénols et des composés organophosphorés. Suivant. Alors on connaît tous bien sûr le caractère, l'impact désastreux sur la faune, que vous pouvez voir à gauche ici, notamment pour les macroplastiques. On connaît moins encore l'aspect toxique et néfaste des micro et des nanoplastiques sur toute la chaîne trophique. Donc ça demeure incontestablement un sujet de recherche important. J'ai parlé des additifs organiques qu'il faut considérer quand on étudie la pollution plastique. Il y a la fragmentation, les micros, les nanoplastiques, mais on doit étudier absolument tous ces additifs organiques, comme les phtalates et les composés organophosphorés, qui, on le sait, ont des effets perturbateurs endocriniens sur certains organismes. En tout cas, ça fait l'objet de recherches actuellement, et ça mérite des efforts actuellement sur cette direction. Un autre élément à considérer finalement sur les plastiques, c'est aussi, il faut intégrer l'idée que le plastique est fait à partir de fossil fuel, et que si on veut par exemple respecter un objectif de 1,5 degré pour l'année 2050, il faudrait ne pas aller au-delà d'une émission de 570 milliards de tonnes de CO2. On sait que 10 à 13% seraient utilisés pour la production de plastique ou pour l'incinération de ces déchets de plastique. Alors finalement, les conclusions sur cet aspect-là sont bien sûr de continuer les recherches sur certains aspects des plastiques et aussi, bien sûr, d'arrêter la production des plastiques, de commencer à produire des plastiques dégradables, compostables, d'agir sur la source, évidemment, et aussi sur les stations d'épuration. On a un gros effort à faire là-dessus, sur l'arrêt des plastiques et le stoppage des plastiques au niveau des rivières, notamment. On peut parler de nettoyage dans les zones côtières. On sait que c'est peu efficace dans les zones au large, et on a absolument besoin d'interdisciplinarité. Une étude de certains collègues anglais a montré que jusqu'à présent, si on voulait trouver des solutions viables pour lutter contre les plastiques, il fallait absolument une collaboration entre tous les cœurs de métier, sans quoi on n'y arrive pas. Voilà. Merci. Merci pour ces explications. Merci pour rentrer dans le cœur même du plastique, parce qu'on voit qu'il n'est pas biodégradable, et donc on est parti de l'explication que tout le monde devait faire attention à l'usage du plastique, et on a vu ce que c'était. Effectivement, là, on mesure que l'usage des plastiques est à bannir, et je demanderai à Madame Awad Felarbi de nous expliquer comment ici, en Tunisie, l'approche est faite par rapport à ce danger de... Vous pouvez aller. Oui. Je rappelle que Mme Awad Felarbi est directrice de la qualité de la vie au ministère des Affaires locales et de l'Environnement, et elle est aussi chef de projet de la stratégie de lutte contre les plastiques sur le littoral tunisien qu'on fait avec l'appui de la Banque mondiale. On te laisse la parole, Awad. Merci, Madame Yamadi. Donc heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter... J'ai une présentation à lancer, s'il vous plaît, pour cet événement très important. Donc, effectivement, je vais vous présenter le processus de lutte contre la pollution par les déchets plastiques en Tunisie. Donc, c'est un peu bizarre. Là, je suis ingénieure hydraulicienne, hydrologue de formation, mais je milite contre le plastique parce que c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Donc, effectivement, je vais faire une belle transition après la présentation de monsieur. Donc, le bilan écologique du plastique, on a vu tout à l'heure que le plastique est nocif dans toutes ses formes. Donc, effectivement, en fin de vie ou stade de déchet, le plastique, à la différence des polymères naturels, sont peu dégradables et peu dégradés.
Donc ces impacts environnementaux sont importants à moyen et à long terme. On parle de plastique qui se dégrade en microplastique, effectivement ingéré par les animaux marins. De toutes les façons, ça provient par l'homme. Mais après, on va trouver par exemple un sac en plastique ingéré par un poisson qu'on mange dans nos plats. Donc finalement, il se retrouve dans nos plats. Les plastiques flottants deviennent des déchets marins et sur les rives de la Méditerranée, effectivement, la mer la plus polluée malheureusement, au large des grandes agglomérations, les déchets solides constitués à 75% de plastique polluent les fonds marins et on peut aller même à 95%. J'ai entendu dire qu'on peut parler de 95% aussi. Il y a un septième continent de plastique. Déjà, il y a toute une soupe de plastique. Ce sont les mots utilisés par le navigateur Patrick d'Exxon pour décrire l'état des océans. Déjà, 1 million d'oiseaux périssent chaque année en ingérant les déchets de plastique qu'ils prennent pour des proies. La tortue marine qui est en voie de distinction et qui prend le plastique pour des méduses. Et effectivement, on a vu tout à l'heure comment les méduses prolifèrent chaque année au lieu de 6 ans. Donc voilà, même la cadence devient beaucoup plus fréquente. Et voilà, dans l'eau, une bouteille de plastique peut mettre 450 ans pour se dégrader. La suivante, s'il vous plaît. Donc il y a urgence. Si nous n'agissons pas d'urgence, en 2050, les poids des déchets marins dépassera celui de tous les poissons vivants dans les océans. Je vous donne un chiffre qui m'inquiète. Si rien n'est fait, il pourrait bientôt y avoir 1 tonne de déchets plastiques par habitant de la Terre. C'est énorme. Donc on va voir quels sont les programmes. Donc là, je focalise un petit peu sur la Tunisie pour nos invités. La quantité type de déchets ménagers assimilés en Tunisie, nous sommes à 2,6 millions de tonnes par an. Et le plastique constitue 9,4%. Bon, ce qui est bien, c'est que 63% constitue la matière organique à valoriser aussi. C'est une source de richesse. Ouais, en fait, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais bon, quand on a des déchets, il faut savoir les valoriser. La suivante, s'il vous plaît. Nos programmes, donc on s'est dit il doit y avoir des choses qu'on doit faire pour militer contre ces déchets. Donc la gestion des déchets en Tunisie se base sur la construction des décharges contrôlées, sur la gestion des déchets spéciaux, la fermeture et la réhabilitation des dépotoirs sauvages qui constituent un fardeau et la gestion et le recyclage des déchets. Au jour d'aujourd'hui, on a Ecolef, donc, qui commence à être époustouflé quand même. Au bout de 20 ans, on est en train de travailler là-dessus pour le rajeunir et pour qu'il puisse affronter les autres plastiques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que les bouteilles, mais il va falloir qu'on recycle tout. Allez-y, la suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc nous avons aussi sur la table au sein du ministère chargé de l'environnement une stratégie nationale de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés 2020-2035. Elle a pour vision de promouvoir une gestion intégrée des déchets et assimilés, j'allais dire des déchets marins, dans le cadre d'une économie circulaire. Donc les économies se multiplient, il y a le circulaire, l'économie bleue, et donc voilà, et en s'appuyant sur des communes performantes en vue de protéger l'environnement et de rehausser le cadre de vie. Donc une promotion, elle a pour vision la promotion d'une gestion intégrée mettant fin aux pratiques sectorielles et appuyée sur une approche multisectorielle. L'intégration de la gestion des déchets ménagers dans le processus de l'économie circulaire en se basant sur quelque chose qui est merveilleuse, on parle de REP, la responsabilité élargie du producteur. Donc un producteur à la base, donc il doit penser à son produit, à la source, donc à travers beaucoup de formules, l'éco-conception, avoir moins de packaging et jusqu'à la fin de vie d'un produit. Et le renforcement des capacités et le développement des moyens humains, techniques et financiers des municipalités. D'accord ? Donc il y a d'autres initiatives. Nous avons mené aussi la stratégie nationale des emplois verts,
qui intègre aussi la gestion de plastique, la gestion des déchets. L'effort du CITET, notre Centre international de technologie de l'environnement, et du PACTEC pour la promotion de l'éco-design des produits. Effectivement, il va falloir travailler sur le packaging parce qu'on a un suremballage. Voilà. Les programmes d'appui aux industriels, production propre par le CITET, un processus de mise en place de la REP qui est en cours d'établissement, et une forte implication de la société civile et des associations à travers des initiatives telles que le projet Coupe Vert, Association Écotourisme et Environnement Enable, Tunisie Recyclage, Océanis pour le nettoyage des plages et tout ça. Donc la société civile elle est vraiment activiste dans ce domaine. Encore, s'il vous plaît? Donc voilà, j'aboutis à notre stratégie, Mahdi, donc la stratégie économie bleue, effectivement. Donc la Banque mondiale et bon nombre de ses partenaires ont adopté une démarche d'économie bleue pour protéger les mers et les océans, bien entendu. Cette démarche favorise la croissance économique, l'inclusion sociale et la préservation et l'amélioration des moyens de subsistance. Le cadre de développement de l'économie bleue offre une plateforme permettant à la Tunisie de faire un changement de paradigme vers une économie bleue durable. Et dans le cadre de cette stratégie bleue, nous sommes en train d'élaborer une stratégie littorale sans plastique, LISP. Donc l'approche de l'équipe Banque mondiale est d'arrêter la fuite multisectorielle, de créer une économie circulaire, de restaurer les écosystèmes avec de l'innovation, celle d'avant s'il vous plaît, l'innovation en financement, en politique, en technologie, en approche participative. C'est tout un chantier qui doit commencer, voilà. Suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, la stratégie, donc, elle a pour objectif global de parvenir à un littoral sans plastique. Et un objectif spécifique est de réduire la pollution marine par les déchets plastiques et assurer une gestion, une perspective de l'économie circulaire. Et nous avons arrêté une vision, la suivante s'il vous plaît, une vision très concertée au bout de 5 ateliers thématiques. Et c'est un littoral sans plastique, adoptant des modèles circulaires, inclusifs et durables. Et dans l'inclusif et durable, il y en a de tout. Il y a tout ce qu'il faut. Suivant, s'il vous plaît. Donc la zone LISP, c'est tout le littoral tunisien qui s'étale sur 1670 km de côte, y compris les îles et les îlots. 130 municipalités littorales qui accaparent les 45% de la population, 13 gouvernorats littoraux qui accaparent les 71% de la population et plus de 90% de touristes. Voilà, donc je vous donne là les forces motrices des déchets générés par les activités basées sur les plages et les mers. C'est à travers les activités de la pêche, malheureusement. Le secteur est générateur de déchets plastiques de différents types. On parle de NAS et autres. Et les recherches scientifiques restent insuffisantes. Il va falloir, on a vu ça, il va falloir qu'on creuse davantage. Les activités récréatives sur les 145 plages, source de 60 à 70% de déchets totaux. Et les activités portuaires, nous avons des ports de pêche, des ports de commerce, ports de plaisance et de pêche, et les ports de commerce et de pêche, au nombre de 8. Et le trafic maritime, qui constitue les 98% de nos échanges extérieurs, s'effectue à travers ces voies maritimes et les 8 ports maritimes. Au sein du ministère aussi, je ne vais pas accaparer la parole, j'arrive à la fin. Donc nous avons établi aussi un processus de mise à niveau de la filière de production des sacs en plastique en Tunisie. Et comme vous l'avez remarqué, en Tunisie, au jour d'aujourd'hui, dans les grandes surfaces, on n'a pas les sacs en plastique. Mais oui, dans la nature, oui, aujourd'hui, mais effectivement, on va y aller. Parce que tout le monde s'attelle à éradiquer les sacs en plastique à usage unique et tout le plastique à usage unique. Et ce qui est paradoxal avec la Covid-19, il y a retour à tout ce qui est masque, à tout ce qui est gobelet en plastique, ustensiles en plastique. Et ça, c'est un grand fardeau à relever. Donc voilà, nous avons un décret promulgué le 16 janvier 2020 pour interdire la production, l'importation, la distribution, la détention des sacs à bretelles d'une épaisseur inférieure à 40 microns et 30 litres et d'aller vers les sacs biodégradables évidemment. Mais dans le biodégradable aussi, nous avons des chercheurs avec nous
il va falloir que la dégradabilité se fasse en industrie, parce qu'effectivement, on ne peut pas jeter un sac biodégradable et dire qu'il va se dégrader dans quelques jours, mais ça va prendre 6 mois dans des conditions industrielles. Voilà, probablement je ne vais pas terminer toute ma présentation parce que je ne vais pas prendre du temps alloué aux autres, mais bon, je m'arrête là. Donc il va falloir qu'on travaille sur l'éradication à la source du plastique, travailler sur le recyclage, la valorisation et voilà, et la REP. Merci beaucoup. Merci Madame Larbi, merci beaucoup pour votre intervention. Nous voyons l'implication de l'État tunisien sur la problématique de la pollution, des sacs plastiques, etc. Et je voudrais partir maintenant. Au fait, on a vu notre ministère prendre des actions, mettre en place des solutions, mais je voudrais voir entendre un témoignage de Monsieur Jami Furnis, chercheur anthropologue à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, pour voir ce qui est fait sur le territoire tunisien par des associations, par d'autres acteurs. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Jami Furnis, je suis anthropologue. Donc, je travaille sur l'environnement et en particulier les déchets et le recyclage en Tunisie et auparavant en Égypte depuis une quinzaine d'années maintenant. Mais d'un point de vue social, culturel, économique et politique, alors que ce sont des sujets qui sont généralement, surtout dans cette région, mais même à l'échelle planétaire, envisagés plutôt sous un angle technique d'ingénierie et de sciences dures. Et évidemment, c'est la base et ces disciplines doivent être convoquées. Mais je plaide aussi pour l'importance de prendre en considération le contexte spécifique avec son histoire politique, ses contraintes culturelles, sociales, etc. Donc en arrivant à l'hôtel aujourd'hui, on est plusieurs centaines de participants ici à l'hôtel Andalousie à Bizerte. Il n'y avait pas de parking devant l'hôtel et j'ai demandé à un des agents à l'accueil est-ce que je peux entrer dans le parking. Il m'a dit je suis désolé monsieur, vous ne pouvez pas entrer, il va falloir faire le tour et chercher un endroit où vous garer. J'ai eu un peu honte de faire ça, mais j'ai dit en fait je suis participant à un des panels. Est-ce que vous ne pourrez pas m'ouvrir la porte pour que j'entre? Et peut-être pour vérifier si j'étais vraiment un des participants, il m'a dit dans quel panel est-ce que vous intervenez? Et j'ai dit c'est sur la pollution maritime. Et il m'a dit oh là là, il m'a dit est-ce que vous avez vu la pollution du littoral ici à Bizerte? J'ai dit qu'est-ce que vous voulez dire? Il m'a dit on a une si belle mer ici à Bizerte et si vous faites 50 pas derrière l'hôtel, vous allez voir qu'il y a des déchets partout sur la plage et entre notre hôtel et l'hôtel d'à côté, il y a un canal où sont emportés par l'eau tous les déchets des quartiers de la ville. Et j'ai dit qu'est-ce qui d'après vous explique ce problème? Et il m'a dit, moi je pense que c'est le manque de surveillance, il n'y a pas de contrôle et même certains hôtels, bien sûr pas l'hôtel dans lequel nous sommes, mais certains autres hôtels sur cette plage déversent leurs déchets sur la plage parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et donc là, comme chacun qui est présent et chacune aujourd'hui, en fait, il comprend le problème et il a une notion de sa cause ou la manière dont on pourrait attaquer ce problème-là. Et je voulais juste rebondir à partir de cette anecdote, juste pour faire deux remarques un peu de contextualisation de ce problème. Le premier, c'est que depuis que je travaille sur ce sujet en Égypte et en Tunisie, les gens, quand on dit « Ah, je suis chercheur, je travaille sur les déchets en Tunisie », ils disent « Oh là là, vous avez vraiment beaucoup de travail à faire ». Le problème des déchets, d'après eux, en Tunisie, serait plus grave que dans d'autres parties du monde, ou peut-être mon pays présumé. Je suis canadien, pas français, mais quoi qu'il en soit, je viens d'un pays du Nord. Et en fait,
Moi, j'essaie toujours de déconstruire un peu cette notion parce que c'est vrai que les accumulations de déchets dans l'espace public en Tunisie et dans beaucoup de pays des Suds sont sidérantes et je voudrais qu'elles cessent d'exister. Mais quand on regarde le volume de production de déchets dans les pays en fonction de leur PIB, en fait, on se rend compte qu'on pourrait classer les pays selon leur degré de développement, non pas par PIB par habitant, mais simplement kilos de déchets par habitant par an. Donc tout en haut de l'échelle, on a les États-Unis, les pays européens. On a au milieu de l'échelle en termes de production annuelle des pays à revenus moyens comme la Tunisie. Et des pays comme, je ne sais pas, je veux pas stigmatiser un pays plus qu'un autre, mais je suppose que si on prenait le Tchad, par exemple, le volume de kilos de déchets par an, par habitant, serait parmi les plus faibles au monde. Donc on est déjà dans un contexte en Tunisie où on produit beaucoup moins de déchets, en fait, dans les pays où, soi-disant, le problème des déchets est moins important. Ensuite, on peut regarder la composition de ces déchets, et Madame Awatev tout à l'heure l'a bien signalé. Si la Tunisie produit 50% par an de déchets en moyenne par habitant de ce que produit un pays comme la France, si on décompose ces déchets, une plus faible proportion de ces déchets sont des déchets plastiques. Et ensuite, on peut se demander quel est le sort de ces déchets, quel est le taux de recyclage. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres officiels, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de recyclage dans les pays en voie de développement. Sauf que ce qui se passe dans l'économie qu'on pourrait appeler informelle, et plus particulièrement en Tunisie, ce qui est fait par les berbèches, ça peut être les cartoneros en Argentine, les pepenadores à Mexico, les abalines au Caire. En fait, ce sont des acteurs qui, pour des motifs essentiellement économiques de survie, parviennent à des taux de recyclage très étonnants et parfois même plus élevés que ce qui est atteint dans les pays du Nord. Donc on a une situation, on produit moins de déchets ici, parmi ces déchets, une plus faible proportion de plastique, et parmi ce plastique, potentiellement un taux de recyclage, certes invisible dans les rapports officiels et dans les statistiques de l'État, beaucoup plus élevé. Donc c'est une manière aussi j'espère, de défendre l'image et l'honneur, disons, et d'inverser un petit peu les tables dans notre appréciation du problème des déchets. En fait, on a de très bons systèmes en Europe, en Amérique du Nord, pour prendre en charge les déchets. Donc on arrive à les faire disparaître de l'espace public, mais ça ne signifie pas pour autant que ces déchets sont recyclés, que nous n'en produisons pas beaucoup plus. Et le deuxième point que je voudrais faire assez rapidement là-dessus, c'est de me demander, comme l'a fait ce monsieur avec qui j'ai parlé à l'entrée, en fait, quelle est la source de ce problème ? Qu'est-ce qui est la cause, en fait, de ces accumulations de déchets ? De quoi ces déchets sont-ils le signe ? Et beaucoup de gens avec qui j'interagis pensent que c'est un problème de manque d'éducation ou de civisme. Donc pour eux, le nerf de la guerre, ce n'était pas le cas de ce monsieur et je trouve ça intéressant. Mais beaucoup de gens pensent qu'il faut vraiment investir l'éducation à l'environnement et la sensibilisation des citoyens. Et je l'ai entendu ce matin, par exemple, notre collègue du musée de Monaco disait, en fait, il faut que nous, chacun, on s'approprie ce problème. Un geste individuel n'est rien, mais multiplié par 7 milliards, c'est la solution au problème. Et on ne peut pas être contre ça. Évidemment, mais on peut se demander aussi, est-ce que ce n'est pas le signe, par exemple, d'une défaillance des infrastructures en Tunisie ? Moi, dans les enquêtes que j'ai faites dans les villes de l'intérieur avec des jeunes dans des associations environnementales, ils m'ont dit, il y en a marre d'entendre, il faut sensibiliser les Tunisiens ne sont pas sensibilisés à ce programme. Ils m'ont dit, moi, quand je me promène dans ma ville, je peux marcher d'un côté de la ville jusqu'à l'autre avec mon sac poubelle. Je ne trouve pas une seule benne de déchets dans laquelle déposer ce sac. Donc, le problème n'est pas avec un manque de sensibilisation chez moi, c'est que je ne peux que jeter les déchets
à côté de la rue, parce qu'il n'y a nulle part où ailleurs les mettre. Ça peut être un problème de financement de ces infrastructures. Ça peut aussi, je vais céder la parole à la discussion, mais juste pour continuer à réfléchir un petit peu à ça, des problèmes de gouvernance, par exemple, avec l'ouverture, Madame Awatef, de déchets contrôlés, il y a une situation en proximité de Monastir en Tunisie où il y a une décharge sauvage qui fonctionne depuis presque 10 ans à un endroit qui s'appelle Gezer. Les autorités de la municipalité elles-mêmes emportent les déchets qu'ils collectent et les déposent dans une sabra, c'est-à-dire un lac salé, qui est un écosystème qui devrait accueillir des oiseaux migrateurs plutôt que des déchets, parce qu'il y a un blocage au niveau de la gouvernance qui n'a pas permis de localiser un autre site. Et donc, un niveau national, l'Agence nationale de gestion des déchets n'arrive pas à ouvrir un site. Et donc, un autre niveau de l'État local est obligé lui-même de violer la loi et de mettre les déchets dans cette sabra. Et enfin, et ce sera vraiment mon dernier mot, au-delà de ces problèmes d'infrastructure, de gouvernance, etc., on peut aussi se dire, en fait, ces accumulations de déchets dans l'espace public sont aussi le signe d'un problème avec notre société de consommation, la manière de concevoir les produits et de les emballer, le tout jetable. Donc, moi, ma plaidoirie pour vous, c'est quand vous irez vous promener sur la plage tout à l'heure et vous verrez tous ces déchets, essayez de réfléchir un peu au-delà, de dire « Ah tiens, la Tunisie, c'est un pays sale comparé à la France qui est un pays propre ». Et essayer de réfléchir un peu au-delà de « Ah, le problème, c'est que les Tunisiens ne sont pas sensibilisés et jettent les choses partout parce qu'ils manquent de civisme ». Essayez de voir derrière ça tous les problèmes de conception de produits, de financement et d'organisation d'infrastructures et la responsabilité des entreprises, des gouvernants et finalement de tout notre modèle économique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Jamis Furnis. Quel poids, quelle responsabilité nous portons aujourd'hui après ce discours. On se dit que vraiment chacun de nous va sortir et va repenser à ne plus utiliser le plastique. Même quand il trouve de l'emballage, il va dire non, je veux le produit naturel, sans emballage, etc. Et les entreprises aussi doivent prendre leurs responsabilités et avoir une avance pour protéger ce que nous avons de plus cher, ce qui nous permet de vivre encore. Je te laisse la parole. Je voudrais juste rajouter un truc. Hier, attention Rim. Donc hier, nous avons justement parlé du Parlement de la mer et on a invité les collectivités locales du nord de la Méditerranée et du sud, justement pour ces problèmes de gouvernance, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes pour ramasser et stocker les déchets. Et comme vous avez cité quelques cas qu'on connaît, hein, on connaît très bien ça. Donc il faut trouver des solutions et on pense que les communes sont vraiment le maillon fort de la chaîne. Il faut qu'on trouve des solutions, mais avec les communes, pas autrement, on ne peut pas le trouver autrement. Maintenant, on va s'élargir encore un peu pour finir avec M. Samir Khadira, qui est inspecteur contrôleur à l'Agence nationale de protection de l'environnement. M. Samir Khadira a une expérience de 32 ans dans le sujet de la pollution marine, du contrôle de la pollution marine. Mais la pollution marine, ce n'est pas seulement du plastique. C'est plus large. Il y a des ouettes, des rivières, des bateaux, des eaux de ballast, un peu de tout. C'est mixte. Il y a différentes sources de pollution. Je vais vous laisser donc le micro pour nous parler de ce que vous... Okay, merci beaucoup. Oui, merci. Heureux d'être parmi vous. Aslama et bonjour. Je suis Samir Khadira, expert contrôleur général à l'Agence nationale de protection de l'environnement. Cette agence qui est créée depuis 1988 et qui est dotée d'une loi, d'une fameuse loi qui a donné beaucoup de possibilités à cette agence de contrôler, verbaliser, sanctionner, transiger et concilier et donner aussi de l'argent pour dépolluer. Comme vous savez, c'est-à-dire pour le contrôleur, il voit avec un œil pas comme les autres. On ne voit que les défaillances. Pourquoi voir les défaillances?
parce qu'on a une structure de technicité pour toutes les pollutions et tout traitement, que ce soit traitement des eaux, traitement des déchets ou autre, on a une structure bien ficelée. Mais on ne voit que les défaillances. Comment surmonter ces défaillances? Donc, quand vous voyez, c'est-à-dire, la pollution ça ne se génère pas uniquement que pour le plastique. Le plastique, oui. On a la pollution hydrique, industrielle, sanitaire, urbaine. On a aussi le rejet d'hydrocarbures. On a le rejet c'est-à-dire les déchets. On a la pollution atmosphérique des navires générés par les NOx et les SOx. On a, c'est-à-dire les eaux de ballast, on a les espèces invasives dues au déversement de ces eaux de ballast dans les mers. On a, c'est-à-dire, assez des sources de pollution. Mais on est freiné et c'est-à-dire, on ne peut pas dépasser nos limites. Pour l'expert contrôleur, il est tenu de trouver la solution, c'est-à-dire détecter la pollution s'il est visuel. S'il n'est pas visuel, on passe à des analyses. S'il n'y a pas des analyses et on a besoin de faire recours à des laboratoires spécialisés, on fait recours pour justifier l'existence d'une pollution. Et par la suite à ça, on verbalise et on soumet tous d'un document fondé entre les mains des procureurs de la République pour juger. Parce que nous, en tant qu'experts, on n'est pas tenu d'être juge et partie. C'est-à-dire, on prélève les informations, les infractions, on les justifie et on donne dans l'ordre, c'est-à-dire dépose les dossiers auprès des tribunaux pour sanctionner les inculpés et les contrevenants au dépassement de l'environnement. Chose à dire que, c'est-à-dire le problème, on a, c'est-à-dire posé auprès des tribunaux des milliers et des milliers de dossiers qui n'ont pas trouvé, c'est-à-dire des issues jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous attendez d'un expert et d'un contrôleur? C'est-à-dire les cours d'eau, c'est-à-dire il y a plusieurs types de pollution qui concernent la mer. On parle de la pollution tellurique, tout ce qui émane de la terre vers la mer, et ça c'est grandiose. Et aussi on a la pollution marine qui est accidentelle et volontaire. L'accidentelle, on a des techniques d'intervention et de lutte par l'instauration des plans d'urgence conformément à la loi 96-29 suite à la ratification de la convention OPRC 90 ratifiée en 1995 par la Tunisie dans le cadre de la convention de Barcelone et ses protocoles. Aussi bien, c'est-à-dire Marpol qui dispose dans son annexe 6 qui vient d'entrer en vigueur l'obligation de rabattre la pollution atmosphérique, le SOx, à 0,5. Avant c'était à 1, maintenant 0,5, ils vont passer dans une année ou deux à 0,1. Donc toute cette pollution, les eaux de cale qui sont déversées, tout ça, on doit avoir un système de contrôle, c'est-à-dire satellitaire, et on est en train de travailler avec l'EMSA concernant les photos satellitaires pour détecter la pollution, mais il faut avoir les moyens d'aller vérifier et de s'assurer, parce qu'on ne peut pas juger coupable c'est-à-dire une personne ou une entité navale qui a déversé sans avoir, c'est-à-dire vérifié quel est ce type de polluant qui est jeté dans la mer. Donc tout cette armada doivent être, c'est-à-dire doivent trouver ces solutions avec les gouvernements. C'est pas avec, c'est-à-dire c'est pas avec le contrôleur. L'ANPE, c'est-à-dire à titre d'exemple, c'est-à-dire on verbalise et on transige et on donne c'est-à-dire des aides pour les unités qui existent avant 91. Pourquoi on dit avant 91? Avant l'apparition de la loi relative, le décret relatif aux études d'impact. C'est-à-dire les entités qui existent avant l'apparition c'est-à-dire de l'ANPE, ils ne sont pas, on ne peut pas les sanctionner doublement. On doit les aider à remédier et à trouver des solutions
de dépollution, de traitement, c'est-à-dire traitement complémentaire, supplémentaire, primaire, physico-chimique et autres, pour rejeter des eaux conformes à la norme dans la mer ou dans les cours d'eau. Donc tout cela doivent être faits et trouver les solutions. Nous, on remonte ces infractions et ces réglementations à nos supérieurs et au ministère de tutelle et autres, et le Premier ministère, de trouver les solutions, trouver les aides, trouver les recommandations pour surmonter ces difficultés. Chose à dire que, c'est-à-dire, on est là devant un forum mondial pour la mer. Donc, on doit s'unifier. C'est mieux de recenser. C'est bien de recenser. C'est mieux c'est-à-dire de trouver les technicités. Et c'est favorable de ne pas polluer. Et merci. Merci beaucoup, Sissemir, pour votre intervention.